Bonsoir à tous et à toutes. Alors, je suis Dimitri Piacentini. J'habite Sainte-Marie depuis déjà pas mal d'années. Et si nous sommes réunis ce soir, c'est parce que un sujet qui nous préoccupe tous, l'érosion, qui grignote de plus en plus notre plage, notre littoral chaque année. Et face à cette urgence, on a estimé qu'il était temps d'organiser cette conférence. Avec Christophe Marty, qui est le président de l'association Sainte-Marie-la-Mer Littoral, nous avons décidé de créer cet événement pour sensibiliser, pour apporter des explications et penser ensemble aux possibilités de contrer un peu cela. Et je vous remercie à tous et à toutes d'être présents ce soir, d'être intéressés à cette conférence. Et bien entendu, merci aussi à Raphaël Certain, qui a accepté de venir faire cette conférence ici et nous expliquer en détail les causes de ce phénomène. Voilà. Je laisse dire un mot à Christophe Marty. Merci. Mesdames et messieurs, merci à toutes et à tous d'être venus assister à cette première conférence organisée par l'association Sainte-Marie-la-Mer Littoral, une structure que nous avons créée pour l'occasion avec Dimitri Piacentini et moi-même, afin de répondre à l'urgence et à la gravité de la situation que connaît notre littoral. Donc le thème de ce soir, l'érosion des plages et le recul sans fin du trait de côte, est plus que jamais d'actualité. À Sainte-Marie, nous sommes confrontés à une avancée inexorable de la mer qui grignote chaque année un peu plus nos plages, bouleversant notre environnement, notre économie et notre cadre de vie. Ce phénomène s'est encore accentué récemment, alors même que le chantier d'extension du port de Sainte-Marie-la-Mer soulève de nombreuses interrogations sur la compatibilité entre développement portuaire et préservation du littoral. Pour éclairer ce débat et nous aider à mieux comprendre les mécanismes complexes qui sculptent nos côtes, nous avons le plaisir donc d'accueillir ce soir Raphaël Certain, maître de conférences et chercheur au CEFREM, Université de Perpignan via Domitia. Docteur en morphodynamique des côtes sableuses, Raphaël Certain est reconnu pour ses travaux de référence sur les interactions entre vagues, courants et sédiments. Ces mécanismes invisibles mais fondamentaux qui façonnent et transforment nos plages au fil du temps. Ces recherches, à la croisée des sciences et des enjeux de société, ouvrent des pistes d'adaptation durable et de gestion raisonnée pour l'avenir de Sainte-Marie-la-Mer et de tout le littoral catalan. Nous espérons que cette conférence sera l'occasion d'un échange constructif, nourri par la science et ouvert sur les solutions d'avenir. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente conférence. Oui, bonsoir à tous. Merci pour votre accueil. Donc, ça fait une vingtaine d'années que je co-anime une petite équipe de recherche à l'Université de Perpignan, constituée de personnel permanent, de personnel technique, de doctorants qui sont listés ici. Et donc, ce qui nous anime, c'est de trouver des explications sur l'évolution de ces côtes sableuses. Et donc l'idée, aussi, une de nos missions, c'est de faire du porter à connaissance, de diffuser l'information. Et quand je vois la salle bien remplie ce soir, on sent qu'il y a une volonté de comprendre. Donc nous, notre rôle, c'est de venir expliquer au plus près des territoires. C'est ce que je vais essayer de faire de manière le plus simple possible. Donc dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de définir comment fonctionne un littoral sableux, en prenant l'exemple de celui d'Occitanie, et de s'interroger sur ce que sont réellement la submersion marine et l'érosion côtière. Donc ensuite, on balayera différents thèmes, comme les conséquences géologiques d'une augmentation du niveau de la mer sur ces barrières sableuses littorales. On prendra l'exemple de Sainte-Marie. On essaiera de balayer les causes de cette érosion qui est observée et on essaiera de dessiner quelques perspectives et quelques solutions si elles existent à ce problème. Donc quand on parle de littoral sableux, on parle d'un sédiment qui vient des bassins versants depuis les reliefs et qui va transiter le long des cours d'eau et arriver jusqu'au littoral.
et aux embouchures. Et ce sédiment, une fois qu'il arrive sur le littoral, il est repris par la houle qui va l'orienter dans un sens ou dans un autre, parallèlement au trait de côte, en créant ce qu'on appelle un courant de dérive littorale, qui va, on peut imaginer que c'est une espèce d'autoroute de sable qui circule parallèlement au trait de côte, et qui va répartir le sable le long du littoral en s'éloignant de l'embouchure. Donc évidemment, on voit déjà dans ce schéma que si on perturbe ce transit sédimentaire sur le cours d'eau, sur le bassin versant, ou en mer avec des infrastructures portuaires par exemple, et on va perturber ce fonctionnement naturel, ce déroulé du sable qui transite tout le long du territoire. Donc si on regarde la morphologie de la côte sableuse en Occitanie, vous avez ici une carte. Vous voyez des flèches qui sont dessinées, et ces flèches, en fait, elles représentent ces sens de dérive littorale sur le littoral de la région Occitanie. Donc on est forcé par deux types de tempêtes, les tempêtes de sud-est, qui elles vont pousser le sable du sud vers le nord dans la partie sud de la carte, donc sur le Roussillon et dans la partie sud de l'Aude. Et les tempêtes d'est, qui elles vont principalement transporter du sable depuis le nord-est vers le sud-ouest, le tout venant converger dans la région centrale du Narbonnais, qui est la zone qui accumule le plus de sédiments en provenance des deux extrémités finalement du golfe du Lion. Et cette dérive littorale, elle est à l'origine de la formation des lagunes qu'on observe sur le territoire. Donc vous avez ici une carte où on voit en fait une des lagunes au niveau de Montpellier. On est ici à Frontignan. Et il faut imaginer qu'avant, quand la mer arrive à son niveau actuel, en gros il y a 6000 ans, on est en présence de grandes baies marines, et on a le sable qui va transiter, on le disait, le long de la côte, et qui va former des flèches sableuses avec des crochons, ces morphologies jaunes qui sont représentées ici. Et ces crochons, en fait, ils vont se propager devant la baie en tirant tout droit et venir fermer la baie et isoler l'ancienne baie marine qui devient une lagune avec des points de faiblesse qui sont les gros qui continuent à communiquer avec la mer. Donc là, on a vraiment une évidence de ce transport sable littoral et de la réponse morphologique qui va avec. Donc maintenant qu'on voit comment se répartit le sable, il faut se poser la question de ce qu'est l'érosion, et pour ça, c'est pas très compliqué. Il suffit de prendre une espèce de boîte qui serait un littoral. Donc vous retrouvez ici une dune, une plage, le niveau de l'eau et la partie sous-marine de la plage avec ces bancs sableux, ces bancs de sable qu'on appelle aussi les barres sédimentaires d'avant-côte. Et je vous le disais, il y a des transports longitudinaux parallèles au trait de côte, mais il y a aussi des transports transversaux où les compartiments vont échanger entre eux. Donc la partie sous-marine va donner la plage, le vent va remonter du sable de la plage vers la dune, et à l'inverse, pendant les tempêtes, les vagues vont venir rogner cette dune, et le sable va repartir sur la plage dans la partie sous-marine. Et ça crée une situation à l'équilibre au fur et à mesure des saisons et des tempêtes. Et ce qui va nous intéresser en particulier, c'est ces flèches violettes là, qui sont parallèles au trait de côte, qui sont nos sens de dérive littorale dont on a parlé tout à l'heure. Donc il faut imaginer que tout est une histoire d'équilibre et de flux dans cette boîte. S'il y en a autant qui sort de sable que de sable qui rentre, on va se retrouver à l'équilibre avec un trait de côte qui va être stable. Si on a plus de sable qui sort de la boîte que de sable qui rentre, on va avoir un déficit sédimentaire, on va perdre en volume et le trait de côte va se mettre à reculer vers l'intérieur des terres. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il y aurait moins de sable qui arriverait dans cette boîte si au fur et à mesure des millénaires un équilibre s'est établi? Ben justement parce que, on va le voir, on a perturbé très fortement ce transit sableux, soit sur le bassin versant avec les barrages, soit par des installations portuaires qui ont le mérite de pouvoir laisser sortir les bateaux en mer sur la côte sableuse, mais qui vont bloquer, intercepter une grande partie de ce transit, celui qui se faisait le plus près du trait de côte. Donc en fait ça consiste à faire un bilan sédimentaire des flux qui entrent et qui sortent, et on arrive à savoir comment va réagir le trait de côte. Alors c'est un peu plus compliqué que ça dans le détail, mais en gros c'est ce qu'on peut en dire.
Pour la submersion marine, la définition c'est l'inondation temporaire de terres qui sont normalement à sec par de l'eau marine. Donc là vous voyez une image de la tempête de 97 au Raku, avec la mer qui rentre dans les maisons, et la submersion qui se fait dans tout le parking qu'il y a derrière. Des dégâts sur le Lido 7 en 82. Et ce que vous voyez aussi là, qu'il faut retenir, c'est cette espèce de lobe sableux qui constitue un petit delta dans une lagune, qui est la lagune de Maguelone. En fait, c'est l'expression du cordon sableux, du cordon dunaire qui a été percé par une tempête, et tout le sable a été épandu en arrière dans la lagune. Ça, c'est vraiment un marqueur d'un littoral qui est en train de reculer et qui se met à migrer vers l'intérieur des terres. On appelle ces structures des cônes de débordement de tempête. C'est vraiment un témoin, un marqueur d'un déficit sédimentaire et d'un recul du trait de côte dans les parties naturelles lagunaires. Donc comment se fait cette submersion? Bon, il faut imaginer que quand la situation est au beau temps, on a un niveau de la mer qui est bas, celui que vous connaissez d'habitude quand vous allez à la plage quand il fait beau. Et quand il y a une tempête qui survient, le niveau de l'eau va augmenter parce que la pression est moins forte. On a des basses pressions, une dépression par définition. On a des vents qui vont pousser l'eau vers la côte. Et on a aussi des vagues qui vont déferler et amener de l'eau sur la côte, le tout créant une surcote, une surélévation du plan d'eau, qui va permettre aux vagues d'atteindre des points assez élevés sur la plage, dont la limite maximale atteinte est appelée le run-up en anglais, et qui va définir le niveau de submersion. Bon, il faut imaginer que quand la situation est au beau temps, on a un niveau de la mer qui est bas, celui que vous connaissez d'habitude quand vous allez à la plage quand il fait beau. Et quand il y a une tempête qui survient, le niveau de l'eau va augmenter parce que la pression est moins forte. On a des basses pressions, une dépression par définition. On a des vents qui vont pousser l'eau vers la côte. Et on a aussi des vagues qui vont déferler et amener de l'eau sur la côte, le tout créant une surcote, une surélévation du plan d'eau, qui va permettre aux vagues d'atteindre des points assez élevés sur la plage, dont la limite maximale atteinte est appelée le run-up en anglais, et qui va définir le niveau de submersion. Et si évidemment ce point qui est atteint par les vagues est supérieur à la morphologie, à la topographie de la plage et de la dune qu'il y a derrière, ben on passe par-dessus et on vient inonder ce qu'il y a derrière. Et on peut aussi percer complètement les corbeaux dunaires. Donc ça, c'est la submersion marine, et on peut se demander si on l'observe lors des tempêtes les plus importantes, décennales, cinquantennales qu'on a sur le littoral, et on peut se demander si ce phénomène est récent au final. Et la réponse est non. Vous avez ici, par exemple, une représentation, une photo aérienne du secteur actuel est de Palavas. Donc la photo est prise en 1946. Et si vous avez bien retenu, vous voyez qu'on a pas mal de ces petites morphologies sableuses qui sont orientées vers l'intérieur de la lagune. Et tout ça signale la présence de submersion assez forte, assez massive, antérieure à 1946 sur ce littoral. Et maintenant, je vous projette l'image de Palavas aujourd'hui, avec le port ici, qui serait représenté juste à gauche, ici au débouché du Lez, et toute cette structure urbaine qu'on retrouve en fait à l'endroit où étaient positionnés les cônes de débordement de tempête. Donc on a construit toute la zone urbaine de Palavas sur un secteur qui était déjà naturellement très sensible à la submersion et dont le littoral était en train de reculer au fur et à mesure des années. Donc ça c'est en grande partie un des problèmes sur lesquels on bute, et en particulier à Sainte-Marie, on le verra après, c'est que les enjeux urbains ont été mal positionnés. On a pris le trait de côte comme dans quelque chose de fixe, dans des secteurs où il était assez avancé, alors que sur des temps plus longs, on est sur quelque chose de mobile, et on peut difficilement imaginer qu'on va maintenir ces zones urbaines sur des secteurs qui étaient déjà en recul, et on va le voir qu'ils vont continuer à reculer encore plus si on augmente artificiellement le niveau de la mer lié au réchauffement global qu'on est en train d'initier. Donc les causes de l'érosion
côtière. Vous voyez que c'est assez général. Là, on a des pourcentages qui excèdent toujours plus d'un quart des secteurs littoraux en France métropolitaine. Il y a plusieurs types de causes. Donc, il y a des causes naturelles. Donc, ça fait quand même, je vous le disais, 6000 ans que le niveau de la mer a atteint son niveau actuel et qu'on est dans une période chaude interglaciaire où on a au début, quand on sort de l'ère glaciaire, beaucoup de sédiments qui sont amenés sur le littoral et on va former des littoraux en position assez avancée et avec beaucoup de volume de sable. Et puis au fur et à mesure que le climat se réchauffe, le bassin versant va être végétalisé, on va avoir moins d'apports sableux et on va commencer à initier un recul du trait de côte par rapport à des positions beaucoup plus avancées il y a quelques millénaires. Et à ça, il faut rajouter que lors des tempêtes, on a une petite partie de la fraction sableuse, en particulier la plus fine, qui va être exportée par des courants vers le large et qui vont peu à peu perdre, ne plus bénéficier à la partie la plus proche de la côte et qui vont poser un problème s'ils ne sont pas renouvelés et apportés successivement. Donc ça c'est pour les causes naturelles, mais vous voyez la liste est beaucoup plus longue pour les causes anthropiques qui sont liées à l'homme. Donc là il faut lister la construction des barrages qui va entraîner un blocage du sédiment et des sables sur les retenues du barrage, qui va réguler surtout les débits. Donc vous savez qu'on a un régime méditerranéen, les moments où le sable va être amené au littoral, c'est les moments où on aura des crues très fortes avec des pluviométries très importantes. Donc c'est des phénomènes méditerranéens très violents. Et évidemment, si le but du barrage c'est de décréter les crues, on va avoir des vitesses de courant moins fortes à l'aval du barrage qui vont ne pas permettre le transport de ce sable jusqu'à l'embouchure. Donc ce qu'on a fait aussi, puisque vous savez le sable on s'en sert pour faire du béton, donc il y a eu énormément de prélèvements de ce granulat directement dans le lit des cours d'eau, quand c'est pas aussi des fois les cordons dunaires ou directement derrière la plage. Donc à titre d'exemple, dans le lit de la Tête, jusqu'à ce que ça soit interdit, déclarés par les carriers, ont été extraits 2 millions de mètres cubes de sable dans le lit de la Tête pour le BTP. Donc ensuite, on va trouver aussi des constructions qui vont être trop peu éloignées du trait de côte. Donc ça va être des maisons directement sur le cordon dunaire, voire quelquefois directement sur la plage, ou des routes. Et là ça pose un problème, c'est que quand les vagues vont venir lors des phases de submersion taper sur ces infrastructures verticales, les vagues vont être réfléchies vers le large, l'énergie va repartir vers le large et va emporter le sable qui est devant et on va avoir une réduction drastique des largeurs et des volumes de plage face à ces secteurs. Autre chose qu'on peut citer et qui agit vraiment massivement sur cette interruption de transit sédimentaire, c'est les constructions portuaires. Qui vont bloquer la dérive littorale et accumuler du sable d'un côté du port et de l'autre côté il va continuer à partir mais il ne sera pas renouvelé, donc on va avoir une encoche d'érosion qui va se créer et ça on va le trouver en aval transit des ports, mais on va aussi le trouver en aval transit des secteurs qui ont été enrochés où on a essayé de rigidifier le trait de côte en positionnant des épis ou des brise-lames, comme ça a pu être fait à Sainte-Marie. Et évidemment, on arrive à ralentir un petit peu le recul du trait de côte et l'érosion sur ces secteurs-là, mais immédiatement en aval transit, donc au nord de ces infrastructures, on va avoir une érosion très forte. Et c'est ce qu'on observe ici à Sainte-Marie, on le verra après sur une carte. Donc ça, c'est des causes directement liées à la disponibilité en sédiments, et il faut aussi évoquer l'augmentation du niveau de la mer sous l'effet de l'augmentation des températures, donc, qui est liée à nos émissions de gaz à effet de serre qui vont faire fondre l'eau solide, la glace au niveau des continents, et qui vont dilater les molécules d'eau déjà présentes dans les océans et faire augmenter le volume et donc la hauteur d'eau. Donc aujourd'hui, on estime de manière assez précise qu'on avait des vitesses d'augmentation de 3 mm par an, et là on est passé à 6 mm par an d'augmentation. Alors ça ne vous paraît pas grand-chose,
mais 6 mm par an sur plusieurs décennies, on a déjà augmenté de 20 cm le niveau de la mer depuis le début de l'ère industrielle, depuis qu'on émet ces gaz à effet de serre. Et il est prévu qu'on atteigne allègrement quasiment le mètre, à 1 mètre à 1 mètre 20 de hauteur du plan d'eau par rapport au niveau pré-industriel. Donc cette augmentation du niveau de la mer, elle va aller dans le même sens qu'une diminution des apports sableux. Ça va empirer très fortement la situation. Donc, ces variations du niveau de la mer, elles existent depuis toujours, en tout cas depuis le Quaternaire, depuis 2 millions d'années. Vous avez ici une représentation du niveau de la mer depuis 800 000 ans, et vous voyez qu'il y a des bosses et des creux. Donc les bosses, c'est les périodes chaudes, les points où le niveau de la mer est le plus haut, c'est le stade dans lequel on se situe. Et puis à certains moments, on a des creux ici, et donc ça c'est les périodes glaciaires, où il y en a beaucoup de glace continentale, où où les molécules d'eau se contractent, et on va avoir un niveau de la mer qui est 120 mètres plus bas que le niveau actuel. Ça s'est produit il y a 18 000 ans. Alors 18 000 ans, ça vous paraît lointain, mais ça n'est pas tant que ça. Il faut imaginer que le trait de côte était au niveau du rebord du plateau continental actuel, à presque 120 km ou 200 km du trait de côte actuel. Et il faut imaginer que devant vous, vous avez une grande plaine de steppes glaciaires avec des rennes, des mammouths qui se baladent. Et ce niveau est remonté très très vite pour atteindre le niveau actuel il y a 6 000 ans. Donc on part de 18 000 ans ici, on réchauffe très fortement, là on est dans des causes totalement naturelles. C'est des histoires de position, d'orientation par rapport au soleil et de proximité au soleil, qui sont cycliques. Donc le niveau de la mer va augmenter et atteint un niveau de plateau, ici vous voyez, depuis 6 000 ans jusqu'à l'actuel. Donc quand vous regardez une plage aujourd'hui, vous pouvez être sûr qu'au plus vieux, elle a 6 000 à 6 500 ans, et ce que vous observez, c'est l'accumulation de sable depuis plusieurs milliers d'années qui s'est produite. Donc ce qui nous préoccupe dans cette affaire, c'est que cette position de trait de côte qui est au niveau de 0, là, si on laissait faire le cycle naturel, ce qui devrait se passer à terme, c'est qu'on retourne vers une ère glaciaire et le niveau de la mer devrait rebaisser, ce qui nous arrangerait pas mal. Mais en fait, c'est pas du tout vers ça qu'on est parti. Nous, on s'est lancé dans une expérience grandeur nature en réchauffant aujourd'hui déjà 1,5 degré en moyenne la température de l'atmosphère. Et on n'a pas l'air d'arriver à se mettre d'accord pour réduire drastiquement nos émissions. Et donc on est parti pour expérimenter au moins plus de degrés et si on ne se met vraiment pas d'accord, de voguer vers les plus 4 degrés de température moyenne. Plus 4 degrés, pour vous donner une idée, quand on est en période glaciaire, qu'on a des mammouths qui se baladent là-devant, on est à moins 8 degrés de température moyenne par rapport à la température actuelle. Donc nous, si on augmente dans l'autre sens de plus 4 degrés, ça vous donne une idée de l'ampleur du réchauffement qui va se produire. Et ça, la conséquence directe, c'est ces courbes que vous voyez ici. Donc en fonction, les experts du GIEC ont déterminé qu'en fonction de notre niveau de réduction des émissions, on va avoir une augmentation soit limitée à 40 cm en 2100, soit qui va atteindre entre 90 cm et 1,10 m, auquel il faut rajouter donc les 20 cm qui se sont déjà produits. Et surtout, on voit que ces courbes, en fait, 2100 c'est bien, ça fait des limites symboliques, et on se dit que ça fait un bon point de passage, mais vous voyez que les courbes, elles ne s'arrêtent pas à 2100, elles continuent à augmenter. Là. Donc la plus petite, là, elle commence à s'infléchir, mais ce niveau va continuer à augmenter jusqu'à ce qu'on arrive à stabiliser, parce qu'on a un effet retard dans la réponse de l'atmosphère au fait qu'on relargue moins de gaz, mais on a un effet de latence. Donc en fonction, les experts du GIEC ont déterminé qu'en fonction de notre niveau de réduction des émissions, on va avoir une augmentation soit limitée à 40 cm en 2100,
soit qui va atteindre entre 90 cm et 1,10 m, auquel il faut rajouter donc les 20 cm qui se sont déjà produits. Et surtout, on voit que ces courbes, en fait, 2100 c'est bien, ça fait des limites symboliques, et on se dit que ça fait un bon point de passage, mais vous voyez que les courbes, elles ne s'arrêtent pas à 2100, elles continuent à augmenter. Là. Donc la plus petite, là, elle commence à s'infléchir, mais ce niveau va continuer à augmenter jusqu'à ce qu'on arrive à stabiliser, parce qu'on a un effet retard dans la réponse de l'atmosphère au fait qu'on relargue moins de gaz, mais on a un effet de latence. Donc ça, c'est des cartes qui ont été établies au niveau général, au niveau mondial, et il faut toujours se méfier des moyennes, puisque par exemple, on sait qu'en climat méditerranéen, on va avoir une conséquence beaucoup plus forte de cette augmentation, avec des températures plus élevées que la moyenne globale. Mais grosso modo, quand on regarde ce qui se passe en Méditerranée, je vais passer assez vite là-dessus, mais ça ne nous arrange pas non plus. On a pensé un temps que peut-être, vu que l'on n'était pas complètement ouvert sur l'océan Atlantique, on allait peut-être répondre en Méditerranée de manière un peu différente, mais non. La dynamique de l'élévation du trait de côte, de l'élévation du niveau d'eau, va se produire de la même manière que dans l'océan global, tel qu'on vient de le définir. Donc ça, c'est quelque chose qui est préoccupant, mais en fait, ça ne doit pas masquer ce qui aujourd'hui est le plus gros problème, c'est la carence en sédiments, le manque de sédiments au niveau du trait de côte. Donc là, vous avez une représentation de bilans sédimentaires qui ont été faits dans ce qu'on a appelé la période naturelle, entre le moment où on a les plus vieilles données, en 1895, et 1984. Donc on a des cartes générales de l'avant-côte, de la partie sous-marine, et on peut faire des bilans. Et on voit qu'en vert on a des gains, en rouge on a des pertes, mais donc les pertes sont plutôt dans l'Hérault, les gains dans le Roussillon et dans le Narbonnais, mais globalement, si on regarde sur l'ensemble de la région Occitanie, on a plutôt un équilibre qui se produit avec ou légèrement en gain. Par contre, si on regarde la période la plus récente, entre 84 et 2009, là vous voyez que tout a basculé en rouge. Et quand on fait les bilans, ce qui nous manque, c'est une trentaine de millions de mètres cubes qui ont disparu en quelques décennies. Alors vous allez me dire, mais disparu, mais elle est où? Parce qu'on ne les retrouve pas à terre, on les suit le long de la côte, donc si ils étaient quelque part, on les verrait. Et bien, en fait, il suffit de reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, donc 30 millions de mètres cubes, 2 millions extraits dans le lit de la tête pour le BTP, vous rajoutez quelques millions pour les autres fleuves, vous prenez le port de Port-la-Nouvelle qui a accumulé du sable dans l'avant-port et qui est dragué régulièrement, là aussi c'est 2 millions de mètres cubes qui ont été clapés au large et qui ont disparu du système. Et on arrive comme ça à expliquer 50% des volumes perdus, en gros une quinzaine de millions de mètres cubes. Et pour le restant, eh bien, c'est notre partie de sable la plus fine dont on parlait, lors des tempêtes, qui va partir vers le large, qui est la seule frontière finalement qui n'est pas suivie, puisqu'on n'a pas techniquement la précision pour aller au large mesurer les quelques 3 cm d'épaisseur que ça fait au total en termes de dépôt sur les grandes surfaces sableuses sur le plateau continental. Donc ça c'est très préoccupant. Et c'est la situation telle qu'on la vit aujourd'hui. Et après, il faut ramener ça à l'échelon de chaque commune. Mais vous voyez bien que voilà, pour le littoral de Roussillon, on a perdu entre 8 et 5 millions de mètres cubes. Autre chose qui est marquant, on en parlait tout à l'heure, mais je voulais l'illustrer, c'est les modifications du débit liées au barrage. Donc là, vous voyez ces bâtons-là représentent les débits maximaux lors des crues. Donc avec l'Equat de 40 ici, avec des valeurs à presque 4000 mètres cubes par seconde de débit. Et puis en pointillé, ce que vous avez là, c'est la construction du barrage de Vincent, sur la tête. Et derrière, ici, les débits maximum au cours des 50 dernières années. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec la puissance du fleuve avant construction du barrage.
Je sais que vous êtes intéressé sur l'effet des pores sur le transit sédimentaire. Voilà un bel exemple, c'est le port de Port-la-Nouvelle avant le projet d'extension qui a eu lieu et qui est en train de se terminer. Donc vous voyez là les deux jetées du port. Et si vous avez bien retenu, vous vous souvenez que dans le Narbonnais, notre flèche elle continue à monter vers le nord jusqu'à la partie centrale du Narbonnais, vers Narbonne-Plage ou Gruissant. Donc ça veut dire que là, concrètement, on a un transport sédimentaire du sud, du bas de l'image, vers le haut, le nord. Et vous voyez assez bien que la plage, le trait de côte est en position avancée au sud et en position beaucoup plus reculée au nord. Donc là, ça tombe assez bien. Les maisons qui sont construites à Port-la-Nouvelle, dont une grande partie est construite directement sur la plage, vous le voyez, elles sont positionnées là où le sable vient s'accumuler contre la jetée. Donc il y a quelques petits problèmes de submersion parce qu'il y a très peu de pente et donc l'eau arrive à atteindre les maisons, mais on n'a pas de problème d'érosion et de recul du trait de côte avec une plage trop étroite. Par contre, petit problème, la zone pétrochimique au nord, là, elle commençait à être bien attaquée par l'érosion. Donc le problème a été réglé puisque maintenant les jetées du port commencent quelque part tout en haut de l'image et se prolongent à 1200 mètres en mer, venant créer une emprise en fait de tout le complexe pétrochimique dans la zone d'avant-port. Et mécaniquement, ça va de fait entraîner une érosion au nord de Port-la-Nouvelle dans le secteur naturel de la réserve naturelle régionale de Sainte-Lucie. Donc, un autre exemple qui est marquant de cet effet des ports, vous voyez ici le port de Port-le-Cat. Donc, il est ici au centre de l'image. Et sur la partie, bon, l'image est basculée, le sud est à gauche et le nord est à droite. En vert, c'est l'endroit où s'accumule le sable, et en bleu, et en orange et en rouge, c'est là où il a été perdu. Et vous voyez très bien la limite très très nette qui se crée entre la partie sud du port qui accumule beaucoup de sédiments, mais finalement vous ne voyez pas tellement au niveau du trait de côte, mais surtout au large, et la partie en érosion, en aval transit, au niveau de la zone naturiste et du centre ostréicole, où là on a perdu au niveau du centre ostréicole quasiment 100 mètres de plage depuis 70 ans. Donc on a travaillé un petit peu sur cette question et on a passé au crible en fait tous les ports de tourisme qui ont été implantés dans la région Occitanie et on a défini une typologie de la réponse du littoral par rapport au type d'infrastructure en présence et le paramètre essentiel qu'il faut regarder, c'est la longueur des jetées. Donc Sainte-Marie est ici tout en haut avec le Barcarès comme étant le port qui a les jetées actuelles le moins étendues en mer, les moins longues, et qui n'interrompt pas la morphologie des bancs de sable qui passent devant. Ensuite, vous avez des structures plus impactantes, comme le port de Leucate, comme on vient de voir ici, au sud de Saint-Cyprien, où là, le banc de sable le plus au large, qu'on va appeler externe, arrive à passer d'un côté à l'autre du port et à faire transiter du sable, mais le banc de sable interne, lui, n'arrive pas à est bloqué contre la jetée et vient accumuler du sédiment. Et donc évidemment, en bas de l'image, vous avez les jetées plus longues que 370 mètres qui, elles, vont, comme à Port-la-Nouvelle, interrompre complètement le transit sédimentaire et ne pas permettre le passage du sable d'un côté à l'autre. Donc ces ports, on peut faire un petit modèle conceptuel de leur rôle. Et en fait, ce qu'on voit, c'est un peu technique, mais je vais vous le résumer, c'est qu'on a une réponse très forte du trait de côte juste après l'implantation du port, comme on l'a vu pour Port-le-Cat, avec un recul massif du trait de côte en aval transit et une perte de volume. Et puis après, suivant la longueur des jetées, les bancs de sable arrivent à passer ou pas, un banc de sable ou deux, et à amener un petit peu de sable de l'autre côté. Et on n'arrive jamais à récupérer la largeur qui a été perdue, mais on va un petit peu compenser cette érosion. Donc ça pose quand même un problème si vous regardez cette image.
c'est que normalement le trait de côte sur un littoral sableux, comme au sud de la région Occitanie, c'est quelque chose d'assez linéaire, d'assez continu. Et là, si vous regardez l'image, on voit très bien la morphologie qui est exagérée vu la façon dont on a pris l'image, mais les décrochés qu'il y a au niveau ici du gros, par exemple, de Canet. Vous voyez qu'on accumule très fortement du sable au sud et qu'on a une érosion assez marquée au nord. On vient accumuler du sable au niveau du sud de Canet. On érode au niveau du Brasilia au nord. Et ici, vous avez Sainte-Marie, où là, il y a un décoché énorme qu'on observe entre la position la plus avancée au niveau du sud du port et le secteur aval transit. Donc la logique, elle est celle que je vous donnais. Le sable transite du bas de l'image vers le haut et il part de l'endroit aval transit des jetées, là où le sable devait arriver, il va s'accumuler sur la jetée suivante. Donc au lieu d'avoir un trait de côte qui est assez rectiligne et assez uniforme, on va créer une espèce de littoral échelonné, comme ça, avec des segments obliques. Et évidemment, si votre maison elle est dans un endroit où le trait de côte recule en aval transit d'un ouvrage, ben, vous allez vous trouver très menacé. Donc là, sur cette image, vous voyez que l'urbanisation de Canet, ben, coup de chance, elle a été construite au sud du port, donc elle n'a pas de problème. Alors, il y a un petit peu de submersion, un petit peu de sable qui arrive sur le front de mer, mais c'est pas bien grave. Par contre, le secteur de Saint-Cyprien ici, qui est lui immédiatement au nord du port, ben, se trouve menacé et on a dû maintenir le trait de côte de manière artificielle en positionnant des enrochements des épis qui ont marché surtout parce qu'on est venu recharger en sable et amener artificiellement du sable dans ces compartiments pour qu'ils restent piégés entre chaque épi. On en arrive au cas de Sainte-Marie. Donc vous reconnaissez tous l'image. Et vous devez, à ce stade, arriver à interpréter cette image par rapport à ce que je vous ai raconté depuis le début. Donc la dérive littorale se fait du sud vers le nord. Vous avez une encoche d'érosion qui va se produire, qui normalement devrait être en aval transit direct du port, donc face à la zone urbaine. Mais comme des épis et des brise-lames ont été positionnés, on a repoussé l'érosion un peu plus au nord. Donc là ça tombe plutôt bien, il y a juste un baladoir, des parkings, quelques aires de jeu. Mais on voit bien que ces histoires d'enrochement permettent de stabiliser pour un temps le trait de côte, et encore on va voir sur des données qu'il recule quand même. Et il ne faut pas minorer le fait que le trait de côte a été maintenu aussi beaucoup parce qu'il y a du sable qui, en provenance du sud, vient bloquer l'entrée du port ou alors qui s'accumule directement contre la jetée et que ce sable, périodiquement, il est pris d'un côté, ici, pour venir l'amener là où il devrait aller, c'est-à-dire tout au nord du dernier épi. Alors ça, vous allez me dire, ah oui, mais alors c'est un truc de Shadok, on pompe le sable d'un côté à l'autre, sans fin. Et moi je vous répondrai, oui, mais en fait on ne fait que restaurer le transit sédimentaire naturel tel qu'il devrait se passer, quoi. Et apparemment on ne le fait pas assez, parce que sinon on n'aurait pas ce problème d'érosion au nord. Donc là je vous projette une image assez bluffante. C'est en fait une image qui est obtenue avec un laser aéroporté, avec un avion. Et ce qui est en rouge représenté, c'est la partie émergée de la plage, la partie qui est hors de l'eau. Et la partie centrale que vous voyez là, c'est le port de Sainte-Marie avec ses épis et ses brise-lames. Alors c'est un peu petit sur l'image. Mais dès que vous voyez des zones en jaune, c'est notre banc de sable interne. Donc on est sous l'eau. Et la partie en jaune, vert bleu, là, c'est le banc de sable externe. Donc vous voyez, ça fait des grands croissants avec des fosses dont les cornes sont dirigées vers la plage. Et en fait, quand on regarde la répartition du sable, on s'aperçoit que face aux enrochements de Sainte-Marie, ici, on n'a plus grand-chose dans la partie sous l'eau, on n'a pas beaucoup de jaune. On en a un peu, on en a au nord, on en a au sud, mais on n'en a plus trop ici en face des enrochements. Ça veut dire qu'on a une augmentation de la pente qui s'est créée.
liées au déficit sédimentaire. Donc ces bancs de sable, en fait, je les ai représentés synthétiquement ici, ils se forment des croissants dont les cornes sont dirigées vers la plage, je vous le disais. Et en fait, c'est assez facile de les observer sur le littoral, vous les verrez le long du littoral naturel au nord de Sainte-Marie. Quand vous avez des pointements de la plage en mer, vers le large, comme ça, en fait, c'est juste des zones d'échange avec la corne d'un banc de sable qui est situé juste en face. Donc ça va définir beaucoup votre largeur de plage, ça va fluctuer suivant les années, ça va se décaler un petit peu vers le nord, un petit peu vers le sud. Évidemment, si votre plage elle est très étroite et que vous devez mettre une paillote, ben, ça va poser problème si vous n'avez pas assez de place en fonction de la position du banc de sable l'année où vous voulez vous installer. Donc on peut se poser la question de l'efficacité des enrochements, parce que vous allez me dire, si on met les enrochements en mer, c'est bien que ça sert à quelque chose, sinon on ne le ferait pas. Bon, ce que vous avez sur ce graphique là, c'est par rapport à un 0 qui est la position du trait de côte en 1895, la position de cette évolution du rivage en orange pour les secteurs qui sont au sud du port de Sainte-Marie, donc tout va vers le bas, on perd de la largeur de plage. Pour le secteur qui est face à la zone urbaine en vert, vous voyez que on gagnait jusqu'à la construction du port au début, puis on perd par la suite, même dans la période récente, post-installation des brises-lames et même après les rechargements. Alors que dans le secteur plus au nord qui reçoit le sable au niveau du Bourdigou, où il va aller s'accumuler de sable, on a les courbes en violet, où là on a plutôt un élargissement de la plage. Ce qui n'est pas sans poser problème pour le secteur au nord de Toreil, qui ne reçoit pas le sable qui s'accumule au niveau des jetées du Bourdigou et qui subit l'érosion. Donc c'est un effet de domino. Donc ce qu'il faut rajouter à ça, et c'est là le cas tout à fait particulier de Sainte-Marie, c'est qu'en fait on est sur une zone deltaïque. Donc aujourd'hui la tête sort au sud de cette image là. Mais il faut imaginer que lors de la crue de 1940, qui est une crue centennale, le débouché de la tête se faisait dans le bassin actuel du port de Sainte-Marie et le débouché de la tête en 1940. Donc pendant les premiers jours de la crue, un gros tas de sable a été amené en face de l'embouchure. C'est le trait que vous voyez ici en position bombée, là. Le trait jaune. Et ensuite, la tête a tiré tout droit dans un méandre et est venue sortir dans sa position actuelle et a amené du sédiment dans ce secteur-là. Donc évidemment, en 40, on a, suite à cette crue, un trait de côte qui est en position très avancée en mer et sur une distance assez large autour de l'embouchure. Mais évidemment, ce sable qui fait une excroissance en mer, il va être réparti, on l'a dit, par les courants et partir vers le nord. Et ça, c'est ce qui n'a pas été anticipé. Du coup, on a des constructions qui sont réalisées en fait aujourd'hui très priorité de côte, mais qui ne l'étaient pas avant, parce que les gens ont eu l'impression qu'il y avait une largeur de plage suffisante pour pouvoir construire, il y avait assez de place. Mais c'était sans anticiper le fait qu'on était dans une position anormalement avancée dans les années 70 et que tout ça allait se résorber au fur et à mesure, vu que pour atteindre normalement le prochain apport sédimentaire massif du même ordre de grandeur, comme c'est une crue centennale, il faut attendre statistiquement 100 ans. Donc en gros, à partir de 2040, ça pourrait arriver à se reproduire. De manière un peu plus technique, je ne vais pas vous assommer sous les graphiques, mais quand on regarde les bilans sédimentaires en fait, de Sainte-Marie pour la zone urbaine, dans la période dite naturelle entre 1895 et 1984, pour ce secteur urbain, on a plutôt des bilans sédimentaires qui sont des gains, alors qu'on bascule carrément dans l'érosion avec plus de 2 millions de mètres cubes perdus entre le port de Canet et le Bourdigou dans la période où on a commencé à agir sur le littoral. Donc c'est le même ordre de grandeur, vous le voyez, que ce qui a été extrait par exemple dans la tête. Donc, quelle perspective pour le littoral dans ce schéma qu'on vient de décrire?
Alors c'est pas très favorable, puisque le niveau de la mer va continuer à monter et de manière accélérée. On a aussi une augmentation de la carence en sédiments. On a une modification de l'orientation des tempêtes, avec beaucoup plus de tempêtes de sud que de tempêtes d'est. Ça va pas forcément être mauvais pour nous, mais ça va modifier le schéma de dynamique sédimentaire qu'on a défini jusqu'à présent. Et on a une pression urbaine qui est toujours très forte sur le littoral. Donc, concrètement, ce que ça va donner, c'est un littoral dont l'érosion va s'accélérer, un profil d'équilibre de pente qui va changer, qui va se réduire, et on pourrait aller même jusqu'à une remarginalisation des lagunes avec des secteurs de gros qui vont être, s'ils sont dans leur configuration naturelle comme dans le Narbonnais, qui pourraient devenir beaucoup plus larges et une augmentation des échanges avec la lagune. Ce qui va entraîner aussi, et ça c'est assez peu souvent évoqué, puisqu'on pense souvent au trait de côte pour les problèmes de submersion, mais qui va aussi poser des problèmes dans les zones urbaines, comme au Barcarès par exemple, où des zones urbaines ont été aussi implantées, les pieds dans l'eau quasiment dans les lagunes, et ce niveau de la lagune il va augmenter lui aussi, donc même si on n'a pas les tempêtes devant, on va avoir une augmentation de niveau. Donc justement on peut se poser la question de ce qui va se produire si le niveau de la mer augmente. Donc là, c'est un schéma de vue en coupe d'un littoral, qui est un tas de sable en fait, avec un niveau de la mer devant. Et on peut se poser la question de comment il va réagir si on augmente le niveau de l'eau. Donc là, il y a plusieurs modèles qui ont été établis. Mais celui qui va nous intéresser, c'est celui qu'on va appeler de rollover, qui est finalement l'expression qu'un littoral sableux, s'il est forcé par un niveau de la mer qui augmente, il va s'élever en altitude et il va se mettre à reculer vers l'intérieur des terres. C'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec ce sable qui est expulsé dans les lagunes. En fait, à volume constant, ce littoral va se mettre à reculer vers l'intérieur des terres en roulant sur lui-même et en roulant sur les lagunes qu'il y a derrière. Ça marche si on n'a pas de zone urbaine dessus qui crée de la réflexion dont on a parlé tout à l'heure et qui crée une expulsion du sable vers le large. Donc c'est en gros ce qu'on est en train d'observer par exemple sur le lido naturel de Maguelone où on voit que ce littoral, tempête après tempête, le sable est expulsé vers l'intérieur de la lagune et si on multiplie ce schéma, le littoral il est en train de rouler sur lui-même sur les dépôts lagunaires qu'il y a derrière. Alors évidemment ça ne nous arrange pas parce que nous on a des zones urbaines implantées sur ces lidos. Donc quelle solution par rapport à ça? Certainement un schéma de développement qui a repensé depuis l'urbanisme jusqu'à l'énergie, des mesures d'adaptation en ayant une approche pluridisciplinaire de ces systèmes, gérer au mieux les apports sédimentaires, puisqu'on a vu qu'on est vraiment dans ces problématiques de répartition du sable, et évidemment améliorer la connaissance. Et ça passe aussi par une prise de conscience au niveau local et que les acteurs locaux se saisissent de ces questions. Donc quand on parle de mesures d'adaptation, de quoi on parle? On parle de solutions fondées sur la nature, c'est un grand mot, de recomposition spatiale. Donc je voulais vous faire part d'un exemple qui est le recul de la route sur le lido de Sète à Marseillan, qui s'est fait il y a quelques années. Donc précédemment, on avait ici une route qui était positionnée sur la dune en fait. Et chaque hiver, elle était menacée et détruite. Du coup, la question économique s'est posée du maintien de cette route. Et en fait, ce qui a été calculé, c'est que c'était plus avantageux de reculer la route, qui a été positionnée ici contre la voie ferrée. Et de fait, ça a recréé une largeur de plage qui était emprisonnée sur la route. Et on se retrouve après coup avec une plage
assez large. Donc ça c'est très facile quand on a une emprise foncière avec un seul propriétaire qui est un vignoble, celui de Listel, et un opérateur public qui est l'État. Et ça devient beaucoup plus compliqué quand on est face à des zones urbaines avec des propriétés privées, avec des propriétaires multiples. Donc en conclusion, on peut dire que l'évolution à venir pour 2100 elle est très défavorable. Donc augmentation du niveau de la mer, carence en sédiments, dérèglement climatique, pression anthropique. Donc ça va nécessiter des politiques publiques ambitieuses. On a aussi vu que cette tendance au recul du trait de côte, de cette barrière sableuse, de ces prismes sableux, globalement c'est compris, mais c'est très perturbé par les aménagements anthropiques qu'on a fait dessus. Et enfin, on peut difficilement imaginer qu'on va maintenir les enjeux dans ce contexte comme des secteurs enrochés, qu'on va maintenir de manière artificielle comme des excroissances en mer. Donc ça c'est le cas de Vias, dans l'Hérault, en face de Béziers. Vous voyez que le trait de côte était quelque part ici, en mer, et en quelques décennies, il est venu atteindre le front des maisons et des campings. Donc un premier enrochement a été fait face à la mer, puisque pour maintenir le trait de côte et protéger les maisons. Ce qui s'est passé mécaniquement, ça marche à tous les coups, c'est que la plage a disparu devant, à cause du phénomène de réflexion dont on a parlé, et le trait de côte a continué à reculer sur les deux côtés de la zone qui était protégée. Donc là, il a fallu venir mettre des enrochements latéraux sur les côtés pour éviter que la mer rentre par le côté. Et on voit bien que cette situation, si on augmente le niveau de la mer encore d'1 mètre, on a du mal à imaginer qu'on va pouvoir tenir les positions. Il reste de nombreuses questions en suspens. La première, c'est notre capacité et notre vitesse d'adaptation sociale à ce changement et à ce défi climatique, puisqu'on est déjà en présence d'un problème avec la carence sédimentaire, et ça va être encore accru avec le changement global à venir. Il y a des politiques publiques qui ont été définies sur la gestion du trait de côte, mais finalement on n'a pas encore d'outils pour relocaliser les enjeux. Donc il y a une loi climat et résilience qui est passée un peu inaperçue, mais qui propose aux communes de réaliser des cartes de projection de la position du trait de côte à l'échéance de 30 ans et de 100 ans. Mais évidemment, une fois que ces cartographies elles sont faites, elles vont venir s'opposer au PLU, aux documents d'urbanisme, et elles vont créer des contraintes évidemment sur les constructions. Et aujourd'hui, on n'est que dans une démarche volontaire d'inscription de ces communes dans cette démarche qui est pour l'instant juste incitative par l'État. Et le gros défaut de cette loi, c'est qu'elle n'a pas prévu la création d'un fonds spécial pour indemniser les riverains qui seront expropriés face au recul trait de côte qui va arriver jusque chez eux. Donc aujourd'hui, de manière artificielle, l'État a considéré que l'érosion n'était pas un risque naturel, puisqu'il était soi-disant prévisible, ou en tout cas qu'on peut essayer de le calculer en projetant dans le temps une moyenne. Ça a surtout été fait parce que, en fait, on s'y sont aperçus que si on autorisait l'utilisation du fonds Barnier, qui est le fonds catastrophe naturelle, pour les problèmes d'érosion, on allait vidanger ce fonds très rapidement, vu l'ampleur des montants qui vont être nécessaires. Donc aujourd'hui, si vous êtes attaqué par la mer au titre de la submersion et de l'inondation, donc vous pouvez bénéficier de ce fonds Barnier. Mais si c'est juste une histoire de recul du trait de côte, pour l'instant il y a un vide juridique et il n'y a pas de fonds d'indemnisation qui a été créé, parce qu'évidemment il faut créer une ressource financière pour le financer. Et ça, à chaque budget rectificatif, ça saute. Et ça, on y a eu droit encore le dernier coup. Donc en conclusion, moi, ce qui me semble, c'est que cet effet
cette dynamique sédimentaire sur le trait de côte, finalement, telle que moi je la vois, je trouve que c'est plus un problème social à ce stade qu'un problème technique, puisqu'on pourra difficilement maintenir les zones urbaines dans leur configuration actuelle. Donc si ça vous intéresse, vous avez toute une série de documents qui sont à disposition sur un site qu'on alimente, qu'on n'a pas trop actualisé, mais vous trouvez toute une série de rapports sur lesquels ont été produits ce diaporama. Et maintenant, je serais ravi de répondre à vos questions parce que je pense qu'elles vont être nombreuses.